Bonjour et bienvenue. À chaque fois qu'un gouvernement veut changer quelque chose à l'école, il s'appuie sur l'exemple anglais. On nous dit, regardez, les Anglais le font et ça marche bien là-bas. Alors ça marche dans certaines écoles, très minoritaires. En réalité, le système anglais coûte beaucoup moins cher que le système français, donc quand on veut les imiter, c'est plus pour des raisons financières qu'en raison de l'excellence de leur système. L'éducation à l'anglaise, très stricte et très exigeante, c'est plus une expression qu'une réalité aujourd'hui. Pour commencer, voyons les différents types d'écoles qu'on trouve en Angleterre. Pour les petits, c'est relativement facile. De 2 ans à 5 ans, vous allez dans une nursery school. Elle n'est pas obligatoire. À 5 ans, vous allez aller dans une primary school, qui elle est obligatoire, et à partir de ce moment-là, l'uniforme lui aussi devient obligatoire. Et il le restera jusqu'à 16 ans ou plus. Les Anglais comptent les classes dans l'ordre. La première année s'appelle Reception Year parce qu'elle sert surtout à socialiser les élèves qui parfois ne sont pas allés à la nursery school. C'est un peu notre grande section de maternelle. À 6 ans, on entre en Year 1 et on apprend à lire et à écrire. Les choses se compliquent quand on atteint 11 ans. Alors pour simplifier, je vais utiliser des termes génériques, mais je détaillerai un peu plus par la suite. C'est assez compliqué pour ne pas essayer de tout voir en même temps. De 11 ans à 18 ans, 16 si on quitte l'école, on va dans une école secondaire. Il y a 3 ou 4 types d'écoles secondaires. Première division, vous trouvez des écoles gratuites et des écoles payantes. C'est un peu comme nos écoles publiques et nos écoles privées, jusque-là on voit à peu près ce que ça veut dire. Mais vous avez aussi des écoles dites selective et des écoles non-selective. Donc, dans le tableau que vous voyez, on a 4 possibilités. Des écoles non-selective et gratuites, qu'on appellera pour l'instant comprehensive schools. Des écoles non-selective mais payantes, qu'on appellera independent schools. Des écoles gratuites mais sélectives, les grammar schools. Et enfin, quelques écoles à la fois payantes et sélectives, qu'on appellera communément public schools, même si ce n'est pas le terme officiel. Je fais tout de suite un sort aux public schools. Elles sont extrêmement peu nombreuses et elles comptent un nombre très réduit d'élèves. Il faut dire qu'elles sont très chères. Il faut compter au moins 40 000 € par an. C'est là que l'élite anglaise est formée. Le futur roi, les futurs ministres. Les plus connus sont Eton et Harrow. On rapporte souvent que pour expliquer la victoire de Waterloo, le duc de Wellington aurait dit « The Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton ». Il attribuait donc la victoire à une meilleure cohésion et une meilleure formation des officiers supérieurs anglais par rapport aux officiers français. Alors revenons aux écoles où vont la très grande majorité des gens. Pour faire simple, les grammar schools représentent environ une école sur 10, les independent schools environ une école sur 10 et les comprehensive schools 8 écoles sur 10. À l'entrée dans le secondaire, tout est déjà joué ou presque. Dans les independent schools, les parents payent cher. Moins que dans les public schools, mais tout de même, il faut compter. Disons qu'en dessous de 20 000 € par an, vous n'êtes pas dans une école correcte. À ce prix-là, les parents attendent de leurs enfants qu'ils travaillent un peu, et comme de toute façon ils sont issus de classes sociales favorisées, ils s'en sortent en général plutôt bien. Dans les grammar schools, les parents ne payent pas, mais le niveau est forcément élevé, puisque seuls les meilleurs élèves sont admis. C'est ce que veut dire le terme « selective ». On passe un examen d'entrée, et seuls ceux qui obtiennent plus de ce que nous appellerions 14 sur 20 de moyenne peuvent être admis. Il va de soi que s'ils tombent en dessous de ces 14 de moyenne, les élèves sont priés d'aller dans la comprehensive school la plus proche. Les grammar schools sont les seuls endroits où il est possible d'espérer réussir quand on vient d'un milieu modeste. Quant aux comprehensive schools, donc, on n'y trouve que ceux qui n'ont ni les moyens financiers ni les moyens intellectuels pour gravir l'échelle sociale. Alors il arrive bien entendu, et heureusement, que quelques élèves issus des comprehensive schools réussissent, mais pour la très grande majorité, tout est joué à l'entrée dans le secondaire. Avant d'aller plus loin, 2 choses. Je parle depuis tout à l'heure de grammar schools et de comprehensive schools, mais il faut affiner un peu ces termes. Les grammar schools existent toujours, mais certaines grammar schools for girls sont aujourd'hui appelées high schools.
À ne pas confondre avec les high schools américaines. Les high schools américaines sont des écoles non sélectives, mixtes, en général pas très bonnes, alors que les high schools anglaises sont des écoles sélectives, non mixtes, de très bon niveau. Quant aux comprehensive schools, le terme a disparu. Il était vraiment devenu trop péjoratif, et comme on fait toujours dans ces cas-là, on change les mots, c'est comme si on avait changé la réalité. Les comprehensive schools ont donc été divisés en 3 types d'écoles. Vous avez les secondary modern schools, les foundation schools et les academies. La différence, c'est leur mode de fonctionnement. Les secondary modern schools sont financés par la collectivité territoriale, la ville, le département, la région, etc. Les foundation schools sont financés par la communauté. Ça peut être une association, ça peut être une église, ce genre de choses. Enfin, les academies sont financées directement par l'État. Les premières sont légèrement meilleures que les secondes, qui sont légèrement meilleures que les troisièmes, mais il ne faut pas se leurrer, ce sont toutes des comprehensive schools. Deuxième chose avant d'aller plus loin, j'entends souvent dire qu'il faudrait qu'on porte l'uniforme dans les écoles françaises parce que ça masque les différences sociales. Alors ça n'est absolument pas vrai en Angleterre, bien au contraire. L'uniforme met en avant les différences sociales puisque vous avez l'uniforme de votre école. Vous avez donc un uniforme qui dit « je suis riche et intelligent » ou « je suis riche mais bête » ou « je suis pauvre mais intelligent » ou « je suis dans une comprehensive school ». Et ça va souvent même plus loin parce que l'uniforme peut indiquer votre religion. Les jupes à carreaux, par exemple, sont très souvent utilisées dans les Catholic schools. Rien qu'en voyant un élève porter un uniforme, vous savez donc dans quelle école il va, et donc à quel milieu social il appartient, et donc si c'est un bon élève ou pas. En fonction des petites subtilités sur la cravate et sur la couleur de la chemise, vous savez dans quelle classe, enfin dans quel niveau il se trouve, et parfois vous savez même sa religion. Dans les comprehensive schools, les élèves de plus de 16 ans ne sont plus tenus de porter l'uniforme. La raison peut paraître très anecdotique, mais elle est très vraie. Si vous avez été attentif tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de Grammar Schools for Girls. En effet, un très grand nombre d'écoles anglaises ne sont toujours pas mixtes, co-educational en anglais. Vous avez des girls schools, des boys schools. Plus vous êtes dans une bonne école, moins il y a de mixité. Les 2/3 des comprehensive schools sont mixtes, moins de la moitié des grammar schools le sont, un petit tiers des independent schools le sont, et aucune public school ne l'est, en tout cas pour l'instant. C'est donc dans les comprehensive schools qu'on va trouver le plus de mixité. C'est là aussi qu'on va trouver le plus de gens qui n'ont pas les moyens de racheter un uniforme scolaire chaque année. Or, quand les demoiselles grandissent, la jupe de l'uniforme, elle, ne grandit pas, et il arrive un moment où la longueur de la jupe peut déconcentrer les garçons. C'est pour ça qu'on autorise donc au-delà de 16 ans les demoiselles des comprehensive schools à ne plus porter l'uniforme, et comme on ne l'exige pas des filles, on ne l'exige pas non plus des garçons. Alors dans certains cas, évidemment, il n'est pas sûr que le choix des tenues aide les garçons à se concentrer davantage, mais il faut bien faire avec. A l'inverse, dans les independent schools, la longueur nominale de la jupe, c'est 2 inches above the knee, à peu près 5 cm au-dessus du genou. Plus court, plus long, on vous renvoie chez vous. Alors pendant que je suis sur le sujet, le port du pantalon a parfois été autorisé aux filles dans les écoles, mais certains élèves ont trouvé le moyen de porter des pantalons tellement près du corps que finalement, ça devient encore plus déconcentrant qu'une jupe. Donc certaines écoles ont fait machine arrière. À noter une petite anecdote, il y a eu une école du côté d'Exeter où les demoiselles ont revendiqué le droit de porter le pantalon, et comme la direction refusait de céder, les garçons, par solidarité avec les filles, sont venus en jupe, tous le même jour à l'école. Devant ce coup de force, la direction a fini par céder et autoriser les filles à porter un pantalon. Par contre, c'est aujourd'hui la seule école en Angleterre où, pour les garçons, c'est jupe obligatoire. Tout cela étant posé, revenons à l'entrée dans le secondaire. Quelle que soit votre école, la première année du secondaire, notre 6e, s'appelle Year 7, la suivante Year 8 et ainsi de suite. Pour les 2 dernières années, Year 12 et Year 13, l'habitude d'utiliser l'ancien système est restée.
Alors, dans l'ancien système, on comptait la première année du secondaire comme first form, première année, la seconde comme second form, etc. Donc notre cycle terminal, première terminale, s'appelle sixth form, divisé en lower sixth form, la première, et upper sixth form, la terminale. Le redoublement n'existe pas en Angleterre, c'est un mot qui ne se traduit pas. Vous avez tel âge, donc vous êtes dans telle classe. Corollaire direct, il n'y a pas non plus de conseil de classe. Là encore, c'est un mot qui ne se traduit pas. Vous recevrez bien une report card, un bulletin si vous voulez, mais il est purement indicatif. Sauf évidemment dans les selective schools. Là, si votre niveau a trop baissé, on vous prie gentiment de vous inscrire dans la comprehensive schools la plus proche. Voilà pour les différents types d'écoles anglaises. Reste maintenant à voir ce qu'ils font dans la journée. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.